Bonsoir à tous. Bonsoir. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est le pouvoir du nom. Bon, on porte tous un nom, sauf que généralement, on ne sait pas pourquoi on le porte, on ne sait pas par qui on l'a obtenu, ni comment, dans quelles circonstances, et on ne sait même pas quels sont les impacts que ce nom-là a sur nous. Et ensemble, on a imaginé que c'est quelque chose qu'on pourrait partager, un peu plus d'informations là-dessus pour avoir une meilleure appréciation des noms qu'on porte, certainement, et peut-être savoir comment donner des noms aussi, puisque nous sommes appelés à être parents, parfois à nommer des enfants et tout, et à quelques petites astuces qui pourraient nous être utiles, ne serait-ce que dans la compréhension de ce que c'est qu'un nom. Déjà, ce serait un bon début. On ne peut pas parler de nom sans parler de la vie en elle-même, puisque nommer quelque chose, d'après la tradition, c'est faire venir cette chose-là à l'existence. Les ancêtres disent même souvent que si tu portes le mauvais nom, c'est que tu n'es jamais né en réalité. Donc du coup, nommer quelque chose, c'est lui donner vie. Donc le cycle de la vie est quelque chose qui nous intéresse profondément ici. D'autant plus qu'on verra que le nom a quelque chose à voir avec le soleil. Donc, dans la profondeur, le cycle du soleil lui-même. Et tel que nos ancêtres l'ont codifié, le soleil a 4 temps principaux. Son temps de naissance, qui est la figure ici à droite. Et en Égypte, on va l'appeler Atum. C'est la sortie au jour. Il grandit, il arrive à son zénith. On va l'appeler Ra, entre guillemets, par convention. Puis commence sa transformation. On va l'appeler toujours par convention Képer. Et puis à la fin, il va mourir. On va l'appeler Si. Les différentes étapes que porte le soleil correspondent également généralement aux différentes étapes dans la tradition de nomination. On ne porte pas, il était rare qu'un individu porte le même nom toute sa vie. Ça, c'était très rare. Généralement, en fonction des étapes de son étape de maturation, il portait un nom bien particulier qui avait à voir avec les différents aspects qui avaient à voir avec ses professions, sa personnalité et tout un certain nombre de facteurs sociaux qui sont liés à l'individu en question. La création part toujours dans les traditions africaines d'un œuf primordial. Parce que recevoir son nom, c'est naître, et naître, c'est sortir de son œuf. Pour essayer d'aller dans la compréhension même de ce que c'est qu'un nom dans sa profondeur, parce qu'il y a plusieurs types de noms. Il y a les noms qui sont révélés, et puis il y a des noms qui sont cachés. Maintenant, dans tous les types de noms-là, comment est-ce qu'ils viennent à l'existence? Comment est-ce qu'on les conçoit d'un point de vue de la science? Bon, il y a un chercheur qu'on appelle Sheldrick Rupert, qui a essayé de faire ressortir les différents aspects des civilisations antiques qui existaient avant dans la compréhension de ce que c'est que l'être humain. Et il a donc il a parfait la connaissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les champs morphogénétiques. En fait, quand on dit information, c'est informare qui signifie donner forme. Qu'est-ce qui donne forme donc? Donner forme à quoi? L'information donne forme, crée la matière. Et l'information elle-même, comment est-ce qu'elle s'organise donc pour créer cette matière-là? Elle s'organise en champs informationnels. Et c'est ces champs informationnels-là qui précèdent l'existence de toute chose qu'il a appelé les champs morphogénétiques ou alors champs morphiques. Un peu comme quand on a les ondes et les électrons là qui sont dans un fil conducteur. Dès qu'on émet un champ électromagnétique qui commence à se déplacer. Ou alors un peu plus proche dans le vivant, quand on a les fourmis. Les fourmis, généralement, quand elles commencent à se déplacer, elles se déplacent en suivant un champ qui est un champ de phéromones. Donc, généralement, ce sont les champs qui organisent le comportement et la matière. Et de ce point de vue-là, il extrapole donc la connaissance en se disant que s'il y a des champs qui organisent le vivant, il y a la matière quand elle est inerte, il y a des champs qui organisent également la matière vivante. Donc, pas se limiter à l'aspect physique des choses. Il faudrait bien qu'on aille plus en profondeur pour voir quels sont les champs qui régissent le vivant. Et il découvre donc les champs morphiques qui sont d'abord individuels. Un être humain a son champ, une partie du corps a un champ, un groupe d'êtres humains a un autre champ. Et généralement, les champs de groupe d'êtres humains, on va les appeler Ba, qu'on traduit aujourd'hui comme peuple. Quand on dit Bamileke, la particule Ba là, c'est en fait un champ informationnel d'un groupe d'êtres humains. Ça ne veut pas vraiment dire peuple, ça a plus de fondement, de profondeur scientifique que le simple mot peuple. Il y a donc l'âme humaine est divisée en 3 parties selon nos ancêtres.
de la vallée du Nil, le Ka, le Ba et le Ak. Ce qu'on appelle Ak aujourd'hui, c'est la partie électrique, le souffle de vie, le vent, comme on dit dans la tradition. Et le Ba, donc, c'est le même qu'on retrouve pour parler des peuples, de ce qui organise. Et le Ka, c'est la partie énergétique intrinsèque, celle qui ne change pas. Au-delà des 3 champs qui organisent, l'être humain a 9 corps. Et tout ça, on verra pourquoi. Le premier corps, c'est le nom. D'où l'importance du nom d'ailleurs. Parce que le nom dans la tradition est considéré comme un corps à part entière de l'être humain. On a le corps, on a l'ombre également qui est un corps à part entière de l'être humain. On a le corps physique, on a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Et chaque corps a quelque chose auquel il rattache.